La table ronde d'aujourd'hui, elle nous réunit autour de la question « J'écris, je nomme », parce que tout simplement, nous avions dit qu'aujourd'hui, dans la vie, il y a énormément de choses, peut-être qui peuvent nous indigner, qui peuvent nous agacer, mais qui, pour les écrivains, sont plutôt des sujets littéraires, des sujets de réflexion, des sujets d'écriture. Et donc, nous avons voulu un peu les titiller dans ce sens, essayer de comprendre pourquoi ils écrivent. Et c'est pour ça que nous avons, après discussion avec Annabelle et les autres amis, nous avions dit, bon voilà, puisqu'on avait dit, on avait parlé des villes, on a parlé des cris, on a parlé de l'histoire, pourquoi on ne verrait pas en quoi on pourrait aussi se moquer, titiller la vie, rire de la vie, rigoler de la vie, même si elle est triste, lui donner un sens, l'aider à être supportable, qu'on dise, oh, en tout cas, cette vie-là, comme il y a quelqu'un, Jean d'Ormesson, qui est mort il y a quelques jours, qui nous disait quand même, quoi que je fasse, cette vie mérite d'être vécue, et cette vie mérite d'être vécue. Et vivre, c'est quelque chose déjà. Donc c'est important. Donc ne soyons pas toujours tristes, rigolons, mettons un peu d'humour dans ce que nous écrivons, dans ce que nous faisons, même si on ne partage pas tout le temps les mêmes avis que les autres. Du coup, Eddie Harris, nous parlons un peu de ses penchants, pourquoi il est arrivé à l'écriture, pourquoi les États-Unis l'ont inspiré, et pourquoi il a quitté les États-Unis, et pourquoi Paris, en noir et black, qu'est-ce que ça signifie pour lui et qu'est-ce que ça signifie le Mississippi également dans son parcours, et Harlem, ça renvoie à quoi? Est-ce que ce Harlem-là dont on a souvent parlé, qui a été assez reproduit dans le jazz, dans le blues, est-ce que ce Harlem-là reste toujours ce Harlem qui était stigmatisé, ou est-ce qu'il y a un autre Harlem? Et est-ce que en France, vous avez vu des Harlem, ou est-ce que à travers vos voyages, pas seulement en remontant le Mississippi, mais dans les autres parcours, est-ce que vous avez eu croisé des Harlem ailleurs? Il faut que je réfléchisse un peu avant. Quoi dire sur tout ça? Aucune idée. Sauf que si tu écris quand même, c'est bien pour dire quelque chose, c'est pour nommer quelque chose. Mais non, je suis un écrivain, je ne suis pas un parleur. Donc mieux, si j'avais la possibilité d'écrire, ça serait plus facile. Mais de parler, c'est difficile. Je vais essayer quand même pour vous expliquer pourquoi j'écris, qui je suis, et les deux sont liés. On me demande souvent pourquoi j'ai fait le premier livre. Mon premier livre parle d'un voyage que j'ai fait le long du Mississippi, le fleuve Mississippi, dans un canoë, tout seul. Et souvent la réponse est « je voulais me tuer ». C'est un exercice de suicide. Et ça, c'est un peu métaphorique, mais un peu lié à la vérité aussi. Mais la vraie raison pour faire un voyage comme ça, dans mon cas, c'était de savoir qui j'étais, qui je suis, qui je serai à la fin de ce voyage et pendant ce voyage. Donc la question de qui je suis revient dans chaque de mes livres. J'en ai écrit 6 et chaque livre parle de moi, de mes voyages, de mon voyage, de long voyage de ma vie et de mon identité. Qui je suis, homme, américain, noir américain, tout ça, tous ensemble. C'est pas facile de répondre à cette question. Qui nous sommes? Qui sommes-nous? Parce que notre identité est divisée en plusieurs parties. Et quand on me voit, quand on vous voit, il y a une définition de soi qui est dans les yeux de l'autre. Et quand on me voit, on voit beaucoup de choses, mais jamais qui je suis vraiment. Parce que qui je suis est peut-être invisible aux autres, et qui je suis se cache même de moi.
Donc je suis dans un voyage de découverte. J'ai envie de savoir qui je suis et pourquoi je suis comme tel. Pour parler de Harlem, par exemple, souvent je me mets dans des situations difficiles pour comprendre la vie des autres. Soit à Harlem, soit dans le sud des États-Unis, soit en Afrique. Mon deuxième livre parle d'un voyage que j'ai fait partout en Afrique. J'ai passé une année en voyageant, en baladant aléatoirement même, de Tunisie jusqu'en Afrique du Sud. Pour connaître le continent, les pays de l'Afrique, mais aussi d'explorer un peu l'identité d'un noir américain dans une autre circonstance. Et la circonstance en Afrique pour un noir américain peut être un retour chez soi, un retour à la mère patrie. Mais quand j'ai fait ce voyage, la première chose, ou la dernière chose peut-être que j'ai découverte, c'était que je ne suis pas africain, qui a causé une polémique aux États-Unis, qui m'a créé des soucis, des problèmes, parce que les Noirs des États-Unis ne voulaient pas que je parle de l'Afrique de la manière que j'ai utilisée. Mais pour moi, c'était hyper important de savoir où est ma place dans ce monde. Est-ce que l'Afrique idéalisée dans les fantasmes des Noirs des États-Unis, est-ce que l'Afrique est mon chez-moi ou pas? Est-ce que Harlem est mon chez-moi comme quartier noir aux États-Unis? Est-ce que ma place est chez les Noirs, chez les Blancs, chez les deux, ou mieux, où j'ai envie d'être? C'est le pourquoi d'avoir déménagé des États-Unis pour me mettre en France et d'essayer de trouver une vie agréable dans un autre pays. Parce que je trouve que je ne suis pas limité, je ne veux pas être limité ni par mes écrits, ni par la vie que j'ai envie de mener. Donc voilà le pourquoi j'écris un peu de mes livres aussi, les voyages, la place d'une personne dans le monde, et qu'est-ce que ça signifie d'être qui je suis et d'être surtout noir américain. Vous, je disais que vous aviez été d'abord journaliste, disons universitaire, professeur à l'université, au CREL, et vous avez travaillé dans la presse avant d'arriver, comment dirais-je, à l'écriture de fiction. Mais on a senti que après ICTI, vous avez voulu aller un peu plus dans certains éléments que vous avez vus, que vous avez voulu nommer, que vous avez voulu désigner, parce que lorsqu'on lit le fou d'Izawan, il y a assez de métaphores, il y a assez de parcours de pays, assez de parcours d'identité, assez de parcours de confluence de l'espace, du milieu dans lequel vous vivez, dans lequel vous êtes. On a l'impression que vous êtes allé un peu plus au-delà dans non-assouvissement qu'il y avait dans le premier livre, mais que vous avez beaucoup plus voulu exprimer. Dans votre dernier livre, on sent qu'il y a beaucoup plus de désir de nommer, de dire des choses. Est-ce que ça colle à une réalité? Est-ce que ça colle à un parcours, à une observance que vous avez faite de votre parcours et d'intellectuel et d'homme politique et de nomination des choses? En ce qui concerne le thème de ce table ronde, en ce qui me concerne personnellement, je veux dire à ce sujet, moi, mon rapport avec l'écriture est un rapport un peu complexe. C'est un exercice auquel je m'adonne depuis quelques années, depuis très longtemps, depuis très jeune d'ailleurs, et qui, à chaque étape de ma vie, s'est un peu avéré plus complexe qu'avant. Aujourd'hui, parce que je suis un enseignant, donc quelqu'un qui a sur la littérature, sur l'écriture, un regard
exemplatif, si je peux parler ainsi. Je cherche des œuvres qui sont de qualité, des œuvres qui sont représentatives des gens, des œuvres que je peux étudier avec mes étudiants et partager avec eux. Je suis également, de par cette formation et de par ma très brève carrière de journaliste, grâce à mon ami ici présent, Barou Bérou, qui m'a entraîné dans le journalisme et qui m'a fait entrer dans le journalisme par la porte de la critique littéraire avant que de faire après autre chose. J'ai un regard sur la littérature qui est un regard de chasseur d'or, mais également chasseur de poux dans la tête des écrivains. Et en tant qu'écrivain, je suis donc de l'autre côté de tout ça. J'essaie d'être un artisan des mots, j'essaie de créer, j'essaie d'apporter quelque chose de nouveau à ce champ extrêmement vaste et extrêmement exaltant. À cela s'ajoute le fait que j'aime la littérature, j'aime la poésie, follement, j'aime le roman, j'ai lu beaucoup de romans et je continue à en lire, je n'arrête pas d'en lire. J'aime aussi le théâtre auquel je m'essaie, je me suis déjà essayé une fois, sans avoir encore publié la pièce de théâtre que j'ai écrite et d'autres époques qui sont en route. Donc voilà en quelque sorte le rapport ou les multiples rapports que j'ai avec la littérature et qui font que quand je me mets à écrire, je suis un peu dans toutes ces voies. Je suis un peu dans toutes ces voies. J'écris en ayant en vue que je dois présenter quelque chose de crédible, quelque chose de valable, quelque chose qui puisse intéresser les gens. J'écris parce que et quelque chose qui puisse, dans le futur, peut-être, susciter l'intérêt de critique littéraire et l'intérêt d'académicien. J'écris j'ai également un regard personnel sur ma propre écriture, donc je m'autocritique et je suis très, très peu complaisant avec moi-même. Si on va chez moi et qu'on voit les tas de manuscrits que j'ai, si on va sur mon ordinateur et qu'on voit les tas de fichiers que j'ai, on comprendra combien j'ai massacré, combien j'ai enterré d'œuvres qui voulaient voir le jour et qui pour moi n'étaient pas du tout dignes de naître. Et j'écris par plaisir, c'est un très grand plaisir d'écrire. Je ne suis pas particulièrement attaché à la réalité, mais je ne suis pas détaché de la réalité. Je sais qu'on écrit que, comme l'a dit Chris Schreiber, que des histoires qu'on n'a pas vécues. Autrement dit, qu'on écrit en imaginant, en essayant de vivre des histoires à l'image, évidemment, de celle que nous vivons, à l'image de la réalité. La réalité est pour moi une source d'inspiration, elle n'est pas une prison, c'est une accompagnatrice, si vous voulez, de mon parcours d'écriture. Elle n'est pas une geôlière. Je n'ai pas de chaîne, si vous voulez, au pied par la réalité. Donc, mes personnages sont fictifs, complètement fictifs. Et même quand parfois ils ont l'air de représenter des personnages dans la réalité, ils sont symboliques. Ils sont ce qu'on peut appeler des personnages types. Ils sont des coquilles complètement désincarnés et dans lesquels le lecteur peut mettre tout ce qu'il veut. Les histoires que je raconte sont des histoires qui, si vous voulez, me sont inspirées pour certaines par la réalité, mais c'est une réalité que j'ai revoulu
que j'ai transformé, dont j'ai supprimé beaucoup de choses. Donc j'ai supprimé, par exemple, vous ne trouverez pas dans mes romans des anagrammes, par exemple, le nom d'une personne anagrammée ou écrite. Vous ne trouverez jamais dans mes œuvres des personnages précis. Même quand j'écris sur quelqu'un, je veux écrire sur des choses qui me convainquent personnellement, et parmi lesquelles le fait que l'Afrique, de manière générale, les pays colonisés ont raté leur développement en essayant d'adapter un modèle qui n'est pas du tout, si vous voulez, propre à eux, et en oubliant qu'ils avaient une très longue expérience extrêmement riche et sur laquelle ils pouvaient construire leur propre développement en s'inspirant évidemment d'ailleurs, mais en partant quand même de leur propre réalité. Même quand je suis convaincu, quand j'écris sur ces questions sur lesquelles je suis convaincu, je suis convaincu que je défends et que mes personnages portent ma voix, je m'en éloigne. Je m'en éloigne. Dans le premier roman, Aigdi, Les Voix du Temps, le personnage principal est un Oasien. Je suis un peu Oasien moi-même, mais j'ai fait des études, je suis devenu citadin, professeur de littérature, etc. Lui est resté un homme des oasis, il est resté un chef de tribu par, si vous voulez, par tempérament et par vocation. Dans le second roman, mon personnage est un technicien, c'est un ingénieur, il n'a rien à voir avec moi, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Je n'ai été haut fonctionnaire que très brièvement, et pas dans le même, si vous voulez, la même classe que lui. Voilà un peu, si vous voulez, ce qu'est pour moi écrire. J'écris pour, certes, dire ce que je pense, ce que je vois, ce que je ressens de la réalité, mais je n'écris pas la réalité, je ne suis pas enchaîné par la réalité, et vous avez parlé de mes positions politiques, je ne tiens pas particulièrement à exprimer mes positions politiques dans ce que j'écris, même si, parce que je ne fais pas de pamphlet. Si je veux faire un pamphlet politique ou je veux faire un manifeste politique, j'ai la presse pour le faire, j'ai mon parti politique pour le faire, j'ai des communiqués de mes amis politiciens que je rédige souvent et dans lesquels j'exprime mes idées politiques, mais je ne fais pas d'œuvre politique. Voilà. Monsieur Ba, je viens à vous. Vous avez, comme je l'ai dit au début, vous êtes universitaire, vous avez beaucoup travaillé sur des questions se rattachant aussi bien à la dictature, à la gestion des pouvoirs, au refus des intellectuels de plier à certains dictats et tout. Mais est-ce que vous aviez... pourquoi en êtes-vous arrivé à la fiction avec votre premier roman qui s'appelle La Résistance Pacifique? Il y a Résistance, ensuite il y a Pacifique d'un côté. Est-ce que c'est parce que vous aviez senti ou vous vous êtes dit qu'il y a une insuffisance dans vos lectures, dans les œuvres que vous aviez l'habitude de commenter ou sur lesquelles vous aviez l'habitude d'écrire? Ou est-ce que vous aviez voulu faire un prolongement de vos lectures nourries de ces œuvres-là, que vous avez voulu écrire un roman, et surtout avec ce titre-là, La Résistance Pacifique? Maintenant, pour revenir à ta question, je ne suis même pas sûr de pouvoir y répondre. Pourquoi j'ai choisi d'écrire un roman? Il faut d'abord distinguer les choses, parce que je pense que les ouvrages critiques s'inscrivaient dans le cadre de mon travail, quoi. En tant qu'universitaire, je suis tenu de faire de la recherche, et spécialisé en lettres modernes francophones. Je produisais ces ouvrages parce que c'est mon boulot, parce que c'est mon travail de faire de la critique littéraire. Donc les livres que j'ai publiés avant, dans ce cadre-là, ainsi que tous les articles que j'ai publiés dans des revues internationales, et ça c'est mon boulot. Maintenant là, quand c'est votre boulot, ça veut dire que puisque vous allez toucher votre salaire à la fin du mois, vous êtes bien obligé de le faire. Maintenant, le roman, ça c'est autre chose. Le roman, je l'ai écrit parce que je voulais l'écrire. Je n'étais pas obligé de le faire, je l'ai fait. Maintenant, pourquoi?
Parce que, contrairement à ce que vient de dire mon collègue Idoumou, ce roman il est éminemment politique et j'assume son caractère politique. Il est en plein dans la politique, très ancré dans la réalité mauritanienne et cela je l'assume pleinement. Et pourquoi? Parce que je ne peux pas me duplier. Dans ce roman, il y a un peu du moi dans presque tout, dans beaucoup de personnages. Pourquoi je l'ai écrit? Parce que je ne me sens pas bien chez moi. Et je ne trouve pas normal que je ne me sente pas bien chez moi. Je ne me sens pas bien en Mauritanie et c'est chez moi. Je ne connais que ce pays. À mon grand malheur, quand il m'est arrivé d'aller ailleurs, au bout d'un mois, j'en ai ras-le-bol. Je veux rentrer chez moi. Et cependant, quand je reviens ici, je me sens mal. Je me sens mal parce que je me suis donc posé la question de savoir pourquoi. Parce qu'il y a du racisme dans ce pays. Ce pays est un pays raciste. Dans ce pays, ma communauté est discriminée. Dans ce pays, ma langue n'a aucune valeur. Dans ce pays, ma culture est réduite à zéro. Et cependant, c'est mon pays et je ne trouve pas ça normal. Et puisque je ne trouve pas ça normal, j'ai décidé donc d'exprimer ma colère dans ce roman. La résistance pacifique, ça veut dire quoi? Résistance pacifique, maintenant il y a plusieurs... Ça veut dire déjà qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a des communautés qui sont discriminées culturellement, politiquement, linguistiquement, sur tous les plans, qui font qu'une partie des Mauritaniens se sent mal. Et face à ce problème-là, il faudra résister face au système qui se transmue en rouleau compresseur et qui opprime les communautés noires de Mauritanie. Maintenant, comment le faire? Il y a deux manières. Ou bien on prend les armes. Oui, on prend les armes. Mais sauf qu'on a déjà vu ce que ça donne ailleurs. Quand on prend les armes, vous allez d'abord tirer sur quelqu'un qui ne vous a rien fait, simplement parce que vous avez estimé qu'il est dans le camp adverse. Or, personnellement, lui, il n'est coupable de rien du tout. Ce n'est pas la solution. Et on a vu également ce que ça a donné ailleurs. Les États s'écroulent et après, bonjour les dégâts avec les méchants, avec les barbus qui vont prendre le pouvoir et même la petite liberté que j'ai maintenant qui me permet au moins de dire ma colère, je risque de ne plus l'avoir. Alors j'écarte cette possibilité-là. Eh bien, je dis, résistez. Parce que quand vous subissez une injustice, vous ne pouvez pas croiser les bras, dire que l'immobilisme, ce n'est pas une solution. Il faut se battre contre l'injustice. Il faut se battre courageusement. Mais il faut se battre pacifiquement parce que si vous prenez les armes, vous détruisez tout et finalement, vous risquez de ne rien gagner au final. Donc, résistance pacifique. Oui, alors j'ai fouillé un peu depuis Mahatma Gandhi, Martin Luther King, des expériences de lutte pacifique qui ont réussi ailleurs. Je pense que cela est possible. Donc oui, d'une certaine manière, c'est un peu une manière de dire aux jeunes très pressés, avec lesquels je partage la violence raciste que nous subissons. Oui, ça fait très mal, mais il faut se battre contre, mais il faut se battre avec un peu plus de patience, par les moyens pacifiques. Et je pense que ça pourrait régler les problèmes qui nous tenaillent. Donc voilà, j'ai écrit un peu pour dire qu'il y a de la merde dans mon pays.